Et je vais voir le directeur me dit, Monsieur Caillot, c'est vous, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Laquelle vous l'entendez? Je lui dis, donc, donnez-moi la bonne. Et il me dit, ben, aujourd'hui, c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Ah, je dis, ben, merci beaucoup. Et j'ai dit, la mauvaise, c'est quoi? Il me dit, l'éducation nationale n'a plus besoin de vous. Vous prenez votre sac et vous dégagez. Et je m'en vais. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas même avoir une semaine de plus à l'école. Quand je m'en vais, j'ouvre la porte, le directeur, M. Borde, me dit, Monsieur Karim, une dernière chose, vous êtes un perdant et vous devez rester pour le reste de votre vie. Au-delà de tous les aspects très techniques du yoga, tels que les postures, les techniques respiratoires, les techniques méditatives, au-delà de tout ça, le yoga, c'est avant tout un état d'esprit. C'est avant tout le respect de valeurs profondes, l'aptitude à surmonter les conflits émotionnels, atteindre un succès dans sa relation à soi, dans sa relation à sa vie professionnelle, dans sa relation aux autres, et s'épanouir, quoi, vraiment se déployer et être dans le respect de sa ligne de vie. Nombreux et nombreuses sont les pratiquants de yoga qui réussissent à être dans le respect d'eux-mêmes et à vivre un véritable succès dans leur relation à eux-mêmes et dans leur relation à l'entièreté de ce qu'ils mettent en place. Et nombreux sont celles et ceux qui ont tout autant de succès sans forcément connaître les valeurs du yoga. Ce sont pour moi des yogis qui s'ignorent, ce sont pour moi des yogis hors du yoga. Ces personnes m'intéressent fortement. J'ai en quelque sorte le goût de l'excellence et j'ai surtout une grille de lecture émanante de beaucoup de textes millénaires que j'ai pu étudier. Et ces gens-là, je sais les repérer. Parmi eux, il y a un homme, un Français, basé aux États-Unis. Son nom, c'est Jean Carillo. Jean coche beaucoup de cases, il est dans une extrême cohérence, un extrême succès sur beaucoup de plans, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan familial, professionnel, matériel. J'ai demandé à Jean un entretien pour qu'il nous présente, pour qu'il nous révèle un peu son parcours de vie, sa discipline de vie qui lui a permis d'atteindre son degré de réussite et encore une fois ce qui moi me semble être une grande cohérence avec lui-même. Jean a accepté, j'en suis d'ailleurs très très honoré. Je vais vous laisser avec cet entretien, j'ai décidé de le partager. Si cet entretien vous touche, je serais ravi de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à partager un peu ce que cela vous apporte. Évidemment, le rituel, le refrain habituel, laissez un j'aime à cette vidéo pour soutenir ce travail. Abonnez-vous à cette chaîne. Je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers Jean Carillo, vers son travail. Je vous ai d'ailleurs laissé un lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vers lui. Si vous connaissez déjà mon travail, si vous connaissez déjà les enseignements, par exemple des Yoga Sutras de Patanjali, texte millénaire mettant en avant toutes les valeurs humaines et comment faire pour surmonter les conflits internes et atteindre un certain succès. Si vous avez aimé ce travail, si vous connaissez ce travail, eh bien Jean a beaucoup de ces lois-là, il partage beaucoup de ces grandes lois naturelles et humaines pour atteindre le succès. Et sa grande particularité, c'est que non seulement il est présent, mais il les incarne. Voilà, je vous laisse avec cet entretien, je vous laisse avec ce lien en description, et je vous dis à très vite, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Écoutez, bonjour à tous. Je suis réellement touché par ce live-là qui va commencer dans quelques instants. Je suis ravi et honoré par la présence de Jean Carillo. Jean Carillo, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour tout le monde. Je suis ravi, vraiment touché par ta présence. Je te remercie. Je sais que ton temps t'est précieux et c'est vraiment un plaisir de t'avoir pour ce direct. C'est moi qui te remercie de ton invité. Et je voudrais expliquer un petit peu pourquoi tu es là, avant de te laisser la parole, avant de te poser quelques questions. Comme tu le sais, Jean, et comme ceux qui sont présents ici le savent aussi, moi je suis prof de yoga à plein temps depuis 26 ans. Et souvent, on me demande qui t'inspire. Est-ce qu'il y a des profs de yoga qui t'inspirent, qui te sont nourrissants, quoi. Et j'ai toujours le regret de dire que pas grand monde, voire même personne dans le domaine du yoga, pour de vrai, quoi. Parce que le yoga, ça inclut beaucoup de qualités qu'on ne retrouve pas si facilement que ça dans le monde du yoga. Donc je dis souvent que les yogis sont hors du yoga.
Et c'est la raison pour laquelle je t'invite, parce que pour moi, tu fais partie des yogis qui s'ignorent. Plus maintenant parce que je te le dis, mais, mais tu fais partie de ces gens-là, très sérieusement. Pour moi, un yogi, Jean, c'est quelqu'un qui a atteint l'autonomie dans le domaine de la santé matérielle et émotionnelle. Un yogi, c'est quelqu'un qui a une discipline de vie. Un yogi, c'est quelqu'un qui a du discernement, qui ne voit pas le monde qu'à travers les filtres émotionnels, imaginaires ou mémoriels. Quelqu'un qui a vraiment de la vérité, que j'appelle le discernement, quoi, la compréhension intuitive du monde. C'est quelqu'un qui a de l'enracinement civilisationnel et familial. La plupart des yogis actuels sont plus enracinés en Inde que dans leur propre pays, en vérité. Un yogi, c'est aussi quelqu'un qui a du rapport au divin, qui a du rapport à la matrice de vie. Et un yogi, c'est quelqu'un qui est relié au mentor, qui a eu un mentor, qui a su assurer un lien de fidélité, d'échange de cœur avec un mentor, et qui porte encore les valeurs de son mentor. Et un yogi, c'est quelqu'un qui a la foi et qui a la détermination. Un yogi, c'est pas forcément quelqu'un de souple et de fort, c'est quelqu'un qui a toutes ces valeurs-là. Et sincèrement, Jean, tu les as toutes, en fait, ces valeurs. Sincèrement, voilà. Et c'est pour ça que je t'ai invité, et je suis vraiment ravi que tu sois là pour un échange peut-être plus ou moins d'une heure. Pour moi, j'ai tout de suite vu ta transparence au travers de tes vidéos sur YouTube. J'ai tout de suite senti ton honnêteté, ta simplicité, et je me suis tourné vers toi, vers différents programmes que tu proposes. Je pense à ne plus être esclave, la philosophie du succès, et puis le coaching que tu assures à mes côtés, coaching plutôt pro et perso. Et tout ça me nourrit fortement, et ça me semblait bien de t'inviter dans mon programme d'études qui s'appelle justement Autonomie, dans lequel j'enseigne beaucoup de choses qui amènent à tout ce que je viens de dire, à de la santé globale, physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et tu es notre 6e expert, et tu viens clôturer notre première année d'études, et je ne pouvais pas faire mieux, je pense, avec ta présence pour venir clôturer cette première année. Donc encore une fois, Jean, bienvenue, merci beaucoup pour ta présence, et si tu le veux bien, je vais te laisser la parole, et je voudrais que tu commences par raconter ce que tu racontes souvent. C'est ton parcours en fait personnel, d'où tu viens et ce que tu as fait et où tu en es. Je vais te laisser la parole si tu veux bien, et si tu peux nous parler un peu de toi. Merci Marc, et merci encore aux gens qui me regardent. Mon histoire, elle est classique, elle est pas évidente, mais elle est classique. J'ai grandi dans des quartiers défavorisés de la ville de Toulouse, un quartier qui s'appelle La Farouette, que maintenant on appelle une zone interdite. J'ai pas connu mon père. J'ai été élevé par ma mère et mon grand-père. Ma mère qui est handicapée, c'est-à-dire qu'elle est sourde. Elle a la main droite les tendons ont été sectionnés, c'est-à-dire qu'elle bouge pas sa main droite depuis toute petite. Elle a une maladie au niveau des hanches, et à 18 ans, de 16 ans jusqu'à 18 ans, elle était plâtrée, donc de la poitrine jusqu'aux jambes. C'est-à-dire que pendant 2 ans, elle est allongée dans un lit en bois en Algérie, parce que c'est une pionnière d'Algérie, ma mère. Et donc 2 ans après, ils lui ont enlevé le plâtre, donc il y a une jambe qui a gagné plus que l'autre. Donc ma mère, quand elle marche, elle boite. Donc elle a tous les handicaps contre elle. Elle est arrivée en France, donc on est arrivé juste après. Elle travaillait des heures pas possibles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les 35 heures. Et puis après, donc c'est mon grand-père qui s'est occupé de nous. Bon, mon grand-père, il était alcoolique, il buvait, il nous frappait tous les jours. C'était vraiment tous les jours avec un câble électrique, d'un fouet, etc. À ma soeur, il a cassé les reins à l'âge de 18 ans. Donc la police est arrivée, ils l'ont amené. Et puis après, donc moi, j'avais plus de liberté. Je faisais ce que je voulais, parce qu'il n'y avait plus personne qui me regardait. Et j'ai commencé à tourner un petit peu du mauvais côté. C'est-à-dire que j'ai braqué le postier du quartier avec 300 000 francs français à l'époque, ce qui fait 60 000 euros, je crois. J'ai été renvoyé de 4 écoles avant l'âge de 16 ans. Et ce que je me rappellerai toujours, c'est que quand j'étais renvoyé à l'âge de 16 ans, l'école s'arrêtait le 4 juillet, pardon. Et moi, je suis né le 28 juin, donc une semaine avant la fin. Ils en avaient tellement marre de moi que le 28 juin, on m'appelle à la vie scolaire. Et je vais voir le directeur me dit... Monsieur Cailleux, c'est vous, j'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Laquelle vous l'entendez? Je lui dis, donc, donnez-moi la bonne. Et il me dit, aujourd'hui, c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Je dis, merci beaucoup. Et j'ai dit, la mauvaise, c'est quoi? Il me dit, l'éducation nationale n'a plus besoin de vous. Vous prenez votre sac et vous dégagez. Et je m'en vais. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas même avoir une semaine de plus à l'école. Quand je m'en vais, j'ouvre la porte, le directeur, monsieur Borde, me dit, monsieur Cailleux, une dernière chose, vous êtes un perdant et vous devez rester pour le reste de votre vie. Wow. Quand il m'a dit ça, il s'est passé quelque chose dans ma tête. Je me suis dit qui il est,
pour parler de ma vie, alors qu'il ne sait pas que je suis abusé, que j'ai comme ma mère qui est handicapée, qu'on gagne que dalle, et j'ai pas connu Père Noël, ça n'existait pas chez nous. Donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu à me dire, il faut que je change. J'ai commencé après à faire des sports de combat, m'entraîner, je suis devenu champion de France de taekwondo en 87. Après, je suis entré au premier RIMA, donc j'ai fait mon armée, et j'ai monté des clubs de boxe, ça marchait super bien. Et je venais aux États-Unis régulièrement. Je suis venu 11 fois aux États-Unis avant de rencontrer ma femme. Et en 96, en fait, j'étais dans l'autoroute ici à Los Angeles, j'allais voir un client, et je regarde à gauche, c'est une histoire je vais peut-être en faire un film. Je roule, ici il y a beaucoup de trafic en fait à Los Angeles, en voiture. Et je roule en voiture, et je me tourne à gauche, et je vois une femme, une blonde, dans une voiture décapotable, je la regarde, je me dis, tiens, c'est vrai qu'elle est mignonne. Alors, je la regarde, elle me sourit, je lui souris, et on flirte, entre guillemets, sur le trafic. Et j'ai toujours, moi, un papier sur lequel j'écris des idées qui me viennent. Donc, j'avais ça bien avant que mon mentor m'expliquait qu'il fallait le faire. Ça j'avais déjà développé à l'époque. Alors, je l'écris en grand, j'écris « Appelle-moi, je suis français, mon numéro c'est Call me French », parce que mon anglais était très mauvais. Et je mets mon numéro, et je lui montre. Et elle prend le numéro. Et quelques jours après, elle m'appelle. Et elle me dit « Je suis la femme que tu as rencontrée sur l'autoroute ». Alors, je suis allé la voir, je suis resté 15 jours avec elle. Je suis rentré en France. Et puis après, eh bien, écoutez, on est tombé, moi j'étais en France, c'était ici, on est tombé encore plus amoureux on s'envoyait des fax en fait. Et je suis venu aux États-Unis en 96. Et puis je suis avec ma femme depuis 27 ans maintenant. Magnifique. Alors que ce qu'on a dit, les odes, en fait, c'est les chances qu'on soit ensemble, surtout en Californie. Et ton mari 27 ans, c'est un record. J'ai un gamin qui a 14 ans. Bon, ce qui s'est passé, c'est quand je suis venu ici, elle avait oublié de me dire en fait qu'elle avait une belle voiture, mais qu'elle était pauvre. Ça ne l'avait pas dit, tu vois. Donc je me suis dit, bon, il y a un problème là. Bon, moi, j'ai pas le droit de travailler. Non. Mais j'ai quand même travaillé en contournant la loi, entre guillemets. Et donc, on a vécu dans la galère jusqu'en 2004. On vivait avec 40 € par semaine de nourriture, dont la moitié partait pour mon chien, parce que je suis bien avec mon chien, un Rottweiler. Et les animaux, pour moi, c'est hyper important. Donc, on a galéré. Et puis, bon, on faisait des commissions tous les week-ends au marché aux puces. On vivait essentiellement d'échantillons de nourriture périmée. Et en 2004, je vais au marché aux puces et je trouve... Non, ça c'est mon live. Je m'excuse, je l'ai en haut. Dans mes livres préférés, j'ai en haut. Ah non, il est là, pardon. Voilà, je trouve ce livre, Les saisons de la vie, de Jim Rohn. Alors, ce monsieur-là, qui est là, je ne connaissais même pas du tout. Je commence à lire les pages, je me dis, c'est intéressant ce qu'il dit. Je repars la semaine d'après, et dans les mêmes marchés aux puces, je trouve une cassette à lui. Une cassette qui est... C'était en quelle année ça? Je m'excuse. Je t'en prie, Jean. Ça, c'était en 2004. D'accord. En 2004. Ah, mais voilà. Voilà ce que je trouve. Bon, pour ceux qui sont de l'ancienne génération, ça s'appelle des cassettes. Donc, je trouve ces cassettes, je l'écoute sur mon Walkman, et dès que j'ai entendu sa voix, il y a un clic qui s'est passé. C'était vraiment un clic. Je dis, putain, il faut que je le rencontre. Il faut que je le rencontre. Alors, je me renseigne, et on me dit qu'il est au Texas. Le point que j'avais, c'est que pour aller le voir, en fait, le billet d'entrée, c'est 5 000 €, 5 000 $ US. Et je n'avais pas 5 000 $ US, puisque bon, il y a 40 € par semaine. Ouais. Donc, je parle à ma femme, je lui dis, chérie, il faut tout prix que j'aille voir cet homme-là, il va changer notre vie. Bon, ma femme me dit non, hors de question. Elle me dit, on n'a pas l'argent, je ne peux pas. Bon, moi, j'ai grandi les quartiers, on me dit pas non. Je dis oui, toujours. Alors, je suis allé à la banque sans lui dire, et j'ai ouvert une carte de crédit. Et j'ai acheté le billet à Dimon, 5 000, j'ai mis sa carte de crédit. Ma femme ne le savait pas. Mais j'avais oublié que pour aller le voir, il fallait prendre le billet d'avion. Il fallait prendre l'hôtel, la nourriture. Et c'est un hôtel de luxe. Oui, forcément. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme tout citoyen américain? J'ai ouvert une deuxième carte de crédit. Sans lui dire. Alors, t'imagines bien que quelques jours avant que je lui dise chérie, je pars au Texas ce week-end, je vais voir Jim Rohn. Et quand j'expliquais ce que j'avais fait, bon, ça a été la guerre. Forcément. Ça a été la guerre. Elle était complètement contre. Donc, je ne l'ai pas écouté. Je suis parti quand même. Alors, avant que je rencontre mon mentor, je m'aperçois maintenant avec du recul que j'ai appris beaucoup. C'est-à-dire que j'ai appliqué ce que dans le livre Réfléchir et devenir riche, Napoléon Hill dit, c'est que quand tu brûles tous tes bateaux derrière toi, c'est que quand tu abordes les pirates, ils attaquaient un bateau, avant d'attaquer le bateau, ils se rapprochaient du bateau, et avant d'aborder, en fait, de sauter dans le bateau, ils coulaient leur propre bateau. Oui, c'est ça.
c'est qu'en coulant leur pauvre bateau, ils n'avaient plus le choix. C'était soit on le prend, soit on meurt. C'est ça. Et moi, je me suis apprécié en fait ce que j'avais fait à l'époque. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait mon séminaire, ça m'a vraiment, j'ai été touché. J'ai réussi à m'approcher de lui vers la fin. Et je lui dis, je suis français, j'ai I'm French. Je lui dis, I'm gonna succeed. Le passé, c'était, je vais avoir du succès, I'm gonna succeed, something like that. Quelque chose comme ça. Et il m'a dit, go for it. Il m'a dit, vas-y. Et c'est tout, j'ai pas eu le temps parce qu'il y a trop de monde. Donc, je suis rentré chez moi. Je peux te dire une chose, Marc, c'est que pendant tout le chemin du retour, je me suis dit, putain, Jean, t'as pas le droit de te casser la gueule. Parce que si tu te casses la gueule, avec ta femme, c'est plus bon. C'est ça. C'est terminé. Donc, c'est terminé. La pression est là. Alors, je suis rentré. Elle me parlait pas. Elle me parlait pas du tout. Alors, j'ai pas pu montrer toutes les notes que j'avais prises, etc. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé de suite à travailler. De suite. Et elle a commencé à avoir un changement déjà dans l'ombre de sa vie, entre guillemets, à l'époque. Elle a commencé à avoir des petits résultats. Elle a commencé à avoir des moyens résultats, des plus grands résultats. Et quand elle a vu, putain, quand même, il a pris des risques, mais merde, on va quelque part là. Là, elle a commencé à me rejoindre. Là, elle a commencé à supporter. Et après, elle est même venue au séminaire de Jim Rohn. Et maintenant, si ma femme, on lui pose la question, ma femme a 57 ans, on lui dit, est-ce que vous êtes content que Jean vous ait désébrouillé? Elle vous dira, ben, heureusement. Parce que ma femme est à la retraite depuis donc 2009. C'est moi qui m'occupe de tout. Elle n'a pas de travailler, elle a une maison de rêve, etc. Donc j'appliquais tous ces principes, ma vie a changé. De là, j'ai commencé à lancer plusieurs business. J'ai entraîné un grand groupe de rock qui s'appelle Def Leppard. Pendant 9 ans, j'étais leur entraîneur personnel. Et puis après, j'ai commencé à coacher des VIP, des célébrités. J'ai coaché des avocats, des chefs d'entreprise. J'ai pas honte de dire que je facture 700 € la consultation. Ceux qui même ma mère qui vit toujours dans le ghetto, parce qu'elle n'a jamais refusé de quitter là, j'ai proposé de venir ici. Ma mère, je la soutiens financièrement, etc. Ma mère ne sait même pas combien je gagne. Et ce qu'il y a, c'est que ma mère me fait rire parce que quand elle vient me voir ici, elle me demande tout le temps, Jean, quand c'est que tu as commencé à travailler? Tu vois? Et la dernière chose, en fait, pour moi, la meilleure leçon de la vie, c'est tout simple, c'est que à l'école, on m'a renvoyé parce que je parlais trop. Et maintenant, je suis payé pour ce qu'on m'avait renvoyé, pour parler. Ça. Et ça, pour moi, c'est la meilleure revanche que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est ça. C'est un parcours magnifique, hein. C'est juste magnifique de part de là où tu pars et puis cette relation avec ton épouse, quoi. Elle est magnifique d'avoir tenu aussi son épouse. Parce que toi, tu as fait quelque chose de dingue, mais elle a tenu, quoi. Elle aurait pu partir comme une majorité l'aurait fait, je pense. Tout à fait. Parce que financièrement, on a pris des risques énormes. Et c'est énorme les risques que j'ai pris. C'est pour ça que quand je vois des gens qui veulent faire des coachings avec moi ou qui parlent, tu sais, quand on parlait des programmes que je fais, on me dit, ah, mais ça fait cher. Je me dis, mais t'as aucune idée des risques que moi j'ai pris. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance de ça. Ça ne s'aperçoit pas. Je suis confronté à la même chose. Donc, quelques personnes comme ça critiquent en quelque sorte les tarifs, malgré le fait que ce ne soit pas forcément élevé, mais ils ne se rendent pas compte les risques, comme tu dis, que toi tu as pris ou que nous prenons, que moi je prends. Et tu as une formule aussi assez récurrente qui dit il est risqué de ne pas prendre de risques. Il est risqué d'avancer sans prendre de risques. Tout à fait. Parce que les gens qui ne veulent pas prendre de risques, ceux qui ne s'aperçoivent pas, c'est que quand ils vont à ton cours de yoga, ils prennent un risque. Ils prennent la voiture, ils ne peuvent pas contrôler le trafic d'en face, ils ne peuvent pas contrôler les voitures d'en face, ils prennent des risques. Quand tu traverses la route, tu prends un risque. Quand tu donnes naissance à un enfant, tu prends un risque. Quand tu prends un appartement, tu prends un risque. Donc la vie est risquée. Donc la personne qui dit je ne veux pas prendre de risque, non, ça c'est le plus gros risque qu'elle vient de prendre maintenant. De dire ne pas prendre de risque. Et toi, à partir de cette grosse prise de risque, tu as aujourd'hui atteint ton confort, ton succès, un succès personnel, professionnel, familial, comme tu l'as souligné. Toi, tu te déploies dans le coaching individuel, personnel et professionnel, et tu te déploies aussi dans la boxe. C'est plutôt comme ton hobby, c'est ça, la boxe? Voilà. C'est très bien ça. La boxe, j'ai un club de boxe. J'ai monté un club de boxe, ça fait 9 ans ici. La boxe, je le fais parce que ça me fait plaisir. Je rencontre des classes sociales qui sont très défavorisées et ça me fait plaisir. Je n'en ai pas besoin. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Le jour où je dis « Ah putain, je vais donner un cours », j'arrête. Tant que ça reste une passion, je continue. Le jour où ça me vient un travail, j'arrête. Parce que je n'en ai pas besoin. Mon salaire vient de mes compagnies que j'ai à côté, des coachings que je fais. Mais j'aime bien la boxe. C'est vrai que j'aime bien la boxe. Ça fait 37 ans que j'enseigne. D'ailleurs, on peut te retrouver facilement. Tu as une chaîne YouTube qui est consacrée à la boxe. Tu peux la citer, tu peux rappeler son nom?
Mais les gens, ils vont sur Jean Simplement. Cario, Jean Cario, sur Instagram, c'est Jean Cario Ouais. Bonjour la France. Ce qu'il faut savoir, c'est avant d'aller sur cette chaîne-là, je parle beaucoup de ses défenses, je parle beaucoup de tous ces gourous, entre guillemets. Le gourou n'est pas vraiment le terme, mais j'ai un langage qui est Mm. cru. Donc, tu as des gens, quand ils me voient, qui se font coacher, quand toi et moi, Marc, on fait les coachings Mm. ensemble, mon langage est différent de dans YouTube. C'est parce que je parle à quelqu'un de différent. Donc, les gens pensent, ah, c'est un gars des quartiers, regarde comme il parle ça. Ils n'ont pas compris que je m'adapte aux gens, je leur parle le même langage qu'eux, tu Exactement, vois. ouais, ça c'est bien de le souligner, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a comme deux personnalités, quoi. Ce que tu es quand tu Tout à sur ta fait. chaîne YouTube, que tu parles de boxe, et puis ce que tu es là maintenant ou lors des coachings, quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. Tout à fait. Ce que tu vois maintenant là, la façon dont je Mm. parle maintenant, c'est en fait, c'est qui je suis. C'est ma vraie C'est ça. personnalité. À 56 ans, je suis plus dans les quartiers. Le quartier, c'est le Mm. passé. Euh, je me rappelle l'expression, etc. Il y a pas de problème pour ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis un père de famille. Hein, j'ai des Mm. responsabilités. Je travaille sur mes rêves. Je fais des choses qui n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire que le Jean Carré, quand j'étais gamin, c'est notre histoire. Mais tu as certaines personnes qui me voient sur YouTube et qui se disent ah, il est comme ça, il est comme ça. Non, non, non. Non, non. YouTube, c'est une chaîne d'expression et tu dis ce que Mm. tu C'est veux. ça. Tu as beaucoup de gens qui vont rencontrer un acteur dans la vie et ils vont lui parler, ils vont se dire ah putain, c'est un con le mec. Oui, mais attention, parce que tu vois l'acteur à la télévision, ça fait envie de Mm. comme ça. Évidemment. Évidemment. Oui. Ok, Jean, bah, moi c'est super, je voulais que tu te prennes comme tu viens de le faire, c'est super. La raison principale pour laquelle je t'ai invité, Mhm. c'est parce que je te trouve magnifique dans ta relation à ton mentor, Jim Rohn. Mhm. Mhm. Parce que vraiment, il y a eu un coup de foudre, comme tu l'as présenté il y a quelques instants. Oui, Il y tout a à eu fait. une véritable fidélité de ta part à son égard. Il y a eu une mise en application totale de ce qu'il a pu t'enseigner. Et puis, malgré sa disparition, je te sais toujours en lien avec lui. Je sais que tu portes ses valeurs, que tu mets toujours son nom en avant. Mhm. Et ça, ce sont des valeurs propres au yoga. C'est-à-dire que dans le domaine du yoga, tous les textes millénaires parlent toujours de l'importance de la relation au mentor. Tout le temps. Mhm. On ne peut Ouais. pas avancer, il n'y a pas de succès sans relation au mentor. Et dans le domaine du yoga, je trouve, dans le domaine du yoga moderne, on trouve plus trop ça, quoi. Les gens Mhm. n'osent pas s'associer à leurs profs, à leurs enseignants. Et toi, tu incarnes ça, et c'est une des raisons principales pour lesquelles je t'ai invité. Je veux bien que tu nous en parles, quoi, de ta relation à ton mentor, de ce que ça t'a amené, et puis plus globalement, ce que tu vois, toi, dans la relation au mentor, quoi. Pourquoi c'est important à tes yeux? Ben, pour moi, avoir un mentor, c'est tu ne peux pas réussir dans la vie si tu n'as pas un mentor. Mm. C'est-à-dire, il y a deux façons d'apprendre dans la vie quelque chose. Il n'y en a pas 36, il n'y a que deux façons. Soit ce qu'on appelle l'expérience personnelle. C'est que tu fais des choses de toi-même, tu as des échecs, tu apprends de tes échecs. Si tu apprends, il y en a beaucoup qui n'apprennent pas, Mm. et tu changes ton travail. Donc, c'est ton expérience personnelle, ce qui va t'arriver dans ta vie, que ce soit bien ou pas bien. Tu as la deuxième façon d'apprendre, c'est ce que j'appelle le mentor en fait, c'est l'expérience personnelle des autres. Mm. Et un mentor, c'est l'expérience personnelle des autres. Un mentor, c'est quelqu'un qui, en fait, était là avant, et très souvent, c'est là où tu es, où la personne est, qui veut démarrer, mais qui est toujours là et qui connaît le chemin. Et le mentor est important. Pourquoi? Parce qu'il va te faire économiser énormément de temps. C'est-à-dire que si un mentor te dit, Jean, tu as ces 8 œufs là, ces 8 œufs qui étaient dans un balcon depuis 6 mois, s'il te plaît, ne casse pas, ne fais pas une omelette avec, je ne vais pas lui dire, non, laisse tomber, je vais l'écouter. C'est-à-dire qu'il va te faire économiser énormément de temps. Moi, Jim Rohn m'a appris des choses qui ont complètement transformé ma vie. Et comment dire, sans un mentor, je ne serais pas où je suis là. Ce n'est pas possible. Ce n'est complètement impossible. Je peux lire tous les livres que je voulais. Ce n'est pas assez. On a besoin de quelqu'un qu'on puisse voir. Parce que le problème qu'on a maintenant, et je suis sûr que dans le yoga, tu vas avoir le même problème, c'est que avec YouTube, en fait, tu as des gens qui vont sur YouTube se faire former, etc. Mais on a besoin de ce contact à la personne. Mm. C'est comme ça qu'on crée ce lien. Et quand le lien est créé, on avance beaucoup plus facilement. La métaphore, entre guillemets, que je peux expliquer, c'est que apprendre à extraire comme ça va. Mais l'idéal, c'est que si tu peux avoir un contact. Par exemple, toi, si tu donnes des cours en ligne, moi, je conseille aux gens de venir te rencontrer personnellement. Parce que quand ils vont te rencontrer personnellement, ils vont faire ce lien. Si après, ils font sur Internet avec toi, c'est pas un problème parce que le lien est écrit. C'est-à-dire que si toi, tu es là, que la personne est là, si elle ne te rencontre pas, il n'y a pas un lien entre les deux. Mm. S'il n'y a pas un lien, toi, tu ne peux pas tirer la personne. Quand tu rencontres la personne, là, ils vont créer un lien comme un fil, en fait. Et là, dès que le fil est fait, c'est terminé.
Après, les deux peuvent travailler constamment une communication. Mais s'il n'y a pas cette communication-là, ce n'est pas possible. Et Jim Rohn, c'est ce qu'il a fait, Jim Rohn avec moi. Jim Rohn a vraiment... il m'a dit des choses qui... un exemple tout simple, il m'a dit, Jean, dans la vie, c'est simple, dans la vie, on doit tous souffrir de 2 douleurs. Moi, je me disais, dans ma tête, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il va me dire, des douleurs, on doit souffrir, attends, je comprends pas là. Je suis là pour réussir, je suis pas là pour souffrir. Non, pour réussir, il faut souffrir. Pour réussir, il faut souffrir. C'est pour ça que les deux verbes finissent par les mêmes IR. Pour souffrir, il faut réussir. Il faut réussir, il faut souffrir. Donc, il me dit, Jean doit tous souffrir de 2 douleurs. La douleur de la discipline ou la douleur du regret. La douleur de la discipline, elle pèse des grammes. La douleur du regret, elle pèse des tonnes. Il m'a dit, Jean, maintenant, c'est à toi de choisir ta discipline. C'est magnifique. Et je me suis dit, putain, j'ai dit, mais il a raison. Il a raison. Heureusement, je choisis la discipline. Et la relation avec un mentor, c'est de la discipline. Ouais. Totalement. Déjà, rien que dans le maintien du lien, rien que dans la loyauté qu'impose le lien. Ça, c'est la discipline. Ouais. Tout à fait. Mais ça n'existe plus, ça, Marc. C'est ça le problème. C'est que trouver des gens qui vont être disciplinés, qui vont avoir une intégrité, qui vont être loyaux. Non, tu as des gens, ton métier, le yoga, c'est pas ma spécialité, mais je suis sûr que tu as des gens qui font du yoga, ils vont voir quelqu'un, ça va, après ils vont changer de club, ils vont voir un autre, et en fait, ils deviennent moyens en tout, quoi. Alors, choisis un mentor avec qui tu connectes et donne tout. Investis tout. C'est la seule façon pour réussir. C'est ça. Donner 100% sur quelqu'un. C'est ça. Et ça, tu l'incarnes parfaitement bien. Et je te dis encore une fois, c'est présent dans tous les textes millénaires du yoga. Chaque texte ne commence jamais sans ça, quoi. Est-ce que vous êtes prêt à vous associer à quelqu'un de compétent? Est-ce que vous êtes compétent pour vous associer à quelqu'un de compétent? À chaque fois, ça commence comme ça. Ouais. Tout le temps. Ouais. Mais tu vois, même quand je te fais le pari que, bon, moi, j'ai vu ce que tu fais, tu as la photo de ton mentor. Ouais. Tu vois? C'est important, parce que même si la personne n'est plus là, la photo garde ce lien. Tu vois, moi, on est chez moi là, je tourne la caméra là, comme ça les gens vont pouvoir. Mais mon mentor, moi, bon, ça c'est ma librairie, j'ai quand même pas mal de livres. Mais si vous voyez là, mon mentor là, il est là. Ouais. Tout ça, c'est de mon mentor. Ouais. Donc je lui rends honneur parce que sans lui, je ne serais pas où je suis en ce moment-là. C'est ça. Et ta façon de maintenir ton lien avec lui aujourd'hui, c'est de parler de lui, c'est de maintenir ta discipline, c'est d'avoir des photos de lui, il y a d'autres choses que tu fais. Tous les ans, tu vas sur sa pierre tombale aussi, je crois. Alors, je vais le jour de son anniversaire, le jour où Dieu le bénisse nous a quittés, mais je communique tout le temps avec lui, ça paraît con, hein. Je communique tout le temps avec lui. C'est-à-dire que dans mon bureau, si vous ne pouvez pas le voir là, j'ai un VCR, c'est-à-dire qu'un vieux magnétoscope qui est en dessous là. J'ai un écran de télévision là, où je mets des vieilles cassettes vidéo de lui. J'ai ses photos, j'ai ses livres, j'ai ses audios. Mais ce qui est impressionnant, Marc, c'est que, et c'est pour ça que le yoga, il y a beaucoup de similarités avec ce que je fais en fait, c'est que je m'aperçois que je l'écoute et je dis, ah putain, je l'avais pas vu ça. Ah oui. Alors que Jim Rohn n'est pas venu pendant la nuit nous rajouter quelque chose. Et je pense que le yoga, c'est pareil, tu fais quelque chose et tu deviens meilleur, tu refais la même position ou ce que tu fais et tu as différentes sensations. Pourquoi est-ce que tu es devenu meilleur? Ouais, c'est ça. Tu vois, et donc, c'est ce que je fais moi, je l'écoute tous les jours, j'ai pas un seul jour. Là, j'ai une cassette là, bon, j'ai ces livres-là, il est partout. Il est partout. Et ça fait qu'en étant partout, je m'entoure en fait, dans ma vie, je m'entoure que de gens qui ont réussi. Ça. Je suis coaché par, là on est dans mon mur, encore une fois, c'est pas pour montrer, mais bon, j'ai quand même pas mal. Tout ça, ce sont mes mentors. Alors, des mentors, j'ai Napoléon Hill, j'ai Andrew Carnegie, j'ai Thomas Edison, j'ai Mike Tyson, j'ai Bruce Lee. J'ai des gens qui sont vivants, des gens qui sont morts, mais ça m'arrive. Et les gens vont penser peut-être c'est fou, mais ça m'arrive. J'ai mon fauteuil à côté de ma cheminée là. Et des fois, j'ai des challenges qui m'arrivent. Je tourne mon fauteuil, je les regarde et je vais dire, Jim, qu'est-ce que tu ferais en fait si, voilà, je t'explique mon problème. Et j'envoie ça. Et c'est incroyable à quel point des réponses arrivent. C'est ça. En fait, ce que tu fais dans un langage yogique, tu médites. C'est-à-dire tu prends comme objet de méditation un objet, c'est-à-dire une personne qui t'inspire fortement, tu te mets en lien avec et puis tu reçois quoi, simplement. Tu reçois les réponses à tes questions. C'est juste un processus méditatif que tu assures. Ouais.
Et les gens qui vont critiquer ça, en général, ce sont des gens, quand ils te critiquent, ben, tu leur demandes qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, toi, tu peux me montrer. Les gens, ils vont parler, tu vas parler, généralement, montre-moi. Parce que parler, c'est passé. Jim Rohn, je l'avais dit, moi, je lui ai dit, je voudrais m'acheter la voiture de mes rêves. À l'époque, c'était un Hummer jaune. On parlait beaucoup. Jim Rohn, il adorait les voitures. Il avait une Rolls Royce, il adorait les voitures. Et j'avais dit, monsieur Rohn, je voudrais m'acheter. Il me dit, non, ne me dis pas ce que je vais faire, montre-moi. Et quand je l'ai acheté, je suis revenu avec la photo, je lui ai montré. Tu vois, mais il me disait, putain, ne me dis pas, montre-moi. Donc les gens qui vont te dire, ouais, mais ce que tu dis, non, mais ça m'intéresse pas ce que tu dis, montre-moi toi, qu'est-ce que tu as toi? C'est ça, et toujours pareil, hein, je sais pas pour être méchant ou pessimiste, mais dans le domaine du yoga, il y a beaucoup de paroles qui vont dans le sens de la spiritualité, mais il n'y a pas de faits. Tu vois, il n'y a pas de construction. À part des démonstrations de force ou de souplesse, sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, il n'y a pas vraiment d'évolution. Ce sont souvent des gens qui sont un peu à l'arrache, un peu en difficulté, assez sensibles, en difficulté émotionnelle, en difficulté spirituelle, tu vois. Et c'est là où... c'est pour ça que je t'invite vraiment, parce que tu incarnes ça enfin, quoi. Tu apportes de l'art frais, quoi. Tu as ton lien à ton mentor, tu as des valeurs, des lois humaines que tu appliques, que tu incarnes et qui te réussissent, tout simplement. Et c'est ce qui fait que, voilà, j'ai eu cet élan de t'inviter, de te faire parler du mentor. Tu as parlé quelques minutes de la discipline. Un lien au mentor, ça impose la discipline. Est-ce que tu peux parler de ce que c'est que pour toi la discipline et quelle est ta discipline aussi? Ben, la définition de la discipline, c'est que c'est pas la définition de la discipline. Avoir du succès et un échec, c'est lié à la discipline. C'est-à-dire que le point commun entre le succès et l'échec, c'est la discipline. C'est-à-dire que ceux qui échouent, ils ont des petites disciplines, mais qui vont dans la mauvaise direction. Parce que quelqu'un qui par exemple, ne veut pas faire quelque chose, quelqu'un qui est feignant, c'est une discipline. Parce qu'il la pratique tout le temps. Donc, quelqu'un qui échoue dans sa vie, c'est quelqu'un qui pratique cette discipline, mais qui est la mauvaise, même si elle est petite, dans la mauvaise direction. Et quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui pratique la discipline, c'est-à-dire des petites bonnes décisions chaque jour, qui vont apporter du succès. Parce qu'on n'arrive pas au succès du jour au lendemain. On n'arrive pas à ton niveau du jour au lendemain. T'en as bien sûr qui le veulent, ils vont se faire certifier sur Internet avec des diplômes qu'ils vont avoir en 15 jours sur Internet. Mais ton expérience, c'est la discipline. Ce que tu fais, c'est la discipline. Mais tu as choisi, toi, dans ton domaine, comme moi dans mon domaine, des disciplines qui sont positives, des disciplines qui vont nous approcher de notre objectif. Donc, la discipline, sans la discipline, ben, c'est pas possible de réussir. La discipline, en fait, c'est un pont entre un objectif et un accomplissement. C'est ça. Tu as un objectif, tu veux aller vers un accomplissement, la seule chose qui va te permettre de rapprocher ça, c'est la discipline. Donc, encore une fois, donc, pratiquer des bonnes choses chaque jour, d'avoir des bonnes disciplines, ça va donner du succès. Et pratiquer quelque chose de pas bien, ça va t'amener à un échec. Et comme je dis tout le temps, c'est que il y a deux solutions. Soit tu vas trouver la discipline qu'il te faut pour réussir, soit tu vas trouver des excuses. Et les gens, malheureusement, ont tendance à choisir les excuses. Oui, mais. Et là, tu te dis, là, on va dans la mauvaise direction. C'est ça. Moi, ça m'arrive régulièrement des gens que je coach qui me donnent des excuses. Je leur dis, en étant vulgaire, hein, je leur dis, ne casse pas les couilles. Parce que tes erreurs que tu me dis, tes excuses, moi, j'en ai une chier. Tu veux qu'on les compare? Alors, si moi, j'ai réussi, pourquoi tu ne peux pas? Donc, tu as deux choix. Soit tu as trouvé des raisons pour lesquelles tu as avancé, tu as te donné la discipline, ou soit tu as trouvé des excuses. Et les excuses, c'est facile. Jim Rohn le disait, c'est un comique aussi, il disait que lui, les excuses, il avait toutes. Il les avait même écrites sur un cahier, un gros cahier. J'ai écrit toutes mes excuses. Il dit, j'ai jeté à la poubelle quand je me suis aperçu que ça valait rien du tout. Il dit, le problème qu'il y a, c'est que quelqu'un a trouvé ce livre dans les poubelles et continue d'utiliser. Tu vois? Donc, donc la discipline, moi j'ai la discipline, je me lève tous les matins à 4h du matin, sans le réveil, je n'ai plus besoin de réveil. Je me couche le soir vers le coup de 9h, 9h30. Dès que je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est la lecture. Je fais mon café de la lecture. Parce que les gens, c'est important de lire, à mon avis. Oui. J'ai un livre que j'ai trouvé la semaine dernière, là, de 1783. C'est un livre qui est unique. Et ce livre-là, quand je le lis, eh bien, je reviens en arrière. Je reviens dans les années 1700. Oui.
Donc moi les livres, j'adore, je suis amoureux des livres. Je me dis, putain, j'ai dans la main un livre que quelqu'un avait en 1783, c'est énorme. Donc ce qui est écrit là, c'est hyper important, c'est le tout début du développement personnel. Ouais, c'est dingue. Mais je prends cette discipline de me lever le matin et de lire. Mon téléphone, je ne l'allume que 2 heures après que je me sois levé, pas avant. Parce que je ne veux pas me faire bombarder de choses négatives, ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Mais j'ai cette discipline. Par exemple, moi, aller me coucher, c'est vrai, je le dis tout le temps, c'est vrai que ça me fait chier parce que je perds du temps de dormir. J'ai pas envie de dormir parce que j'ai trop de choses à faire. D'ailleurs, je dis le jour où je vais partir, que je discuterai avec le grand monsieur en haut, je lui demanderai pourquoi tu nous as mis que 24 heures. Putain, tu fous de ma gueule, quoi. Tu aurais dû nous mettre 36 heures. C'est pas assez, quoi. Tu vois? Ouais, ça te fait des journées conséquentes, quoi. Tu te lèves à 4 heures et tu te couches. Quelle heure as-tu dit? 21h, 22h, c'est ça? 21h, 21h30, je me couche. Tu as le nouvel an, à 9h, je suis au lit. Et par contre, le nouvel an, moi, dans le coup de 7h, 7h30, avec ma femme, on fait ça chaque année depuis 2006. On a un livre, en fait, où on écrit nos objectifs pour l'année qui arrive. Et chaque 31 janvier, dans les coups de 19h, on ouvre le livre, on regarde tout ce qu'on a écrit dans l'année, par exemple 2022, et on coche, on a eu, on n'a pas eu, on n'a pas eu, on a eu, on a eu. Et ce qu'on n'a pas eu, on le relit, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de le remettre l'année prochaine? Si ça vaut le coup, on le remet, ça ne remet pas le coup, bien on l'enlève. Mais je travaille sur mon futur. Ce temps. Je vais pas faire la fête, la soirée, me boire de l'alcool, me saouler, etc. Les gens se contentent pendant une demi-heure, ils ont souhaité tous la bonne année, et le lendemain, ils ont tous la tête dans le cul et ils sont toujours au même endroit. Exactement. Et après, ils vont se plaindre pourquoi ils n'ont pas réussi. Exactement. Donc moi, la fainéantise, c'est quelque chose que je déteste. Sans le yoga, même si je connais pas le yoga, c'est vrai que c'est très mental, mais tu as besoin de bouger. C'est une communication entre le corps et l'esprit, tu as besoin de bouger. Et tu peux lire tous les trucs sur le yoga, tu peux lire, mais tant que tu ne vois pas ton mentor, que tu ne pratiques pas avec lui, c'est pas possible. C'est ça. Tu sais, en yoga, la discipline est fortement mise en avant. C'est là encore dans tous les anciens textes millénaires, c'est ce qui est mis au premier plan, quoi. C'est-à-dire on fixe d'abord l'objectif, mais en yoga l'objectif c'est le discernement, la liberté de conscience, tu sais, c'est oser être en vérité en fait, c'est oser s'affirmer et oser être totalement aligné avec son âme en quelque sorte, tu vois, être des représentants de son intuition. Et pour ça il faut, c'est ça l'objectif ultime. Pour y arriver il faut de la bonne santé générale, physique, mentale, etc. Et par conséquent il faut de la discipline, il faut se fixer des objectifs et de la discipline. Et en yoga on dit que la discipline repose sur le fait de travailler pendant longtemps. Il faut vraiment planifier sur du long terme, travailler sans interruption, il faut juste pas d'interruption, travailler avec la foi et être optimiste. Voilà les 4 ingrédients pour avoir une discipline stable, tu vois, très très stable. Et il y a un point commun entre toi et la personne auprès de qui j'ai reçu l'enseignement, c'est que cette personne-là, cette personne est décédée depuis 1989, mais elle se levait tous les matins à 3 heures, quoi. Voilà. Tous les matins à 3 heures, elle faisait ses pratiques, elle faisait ses études, ses lectures, et puis à partir de 7 heures le matin, elle commençait à enseigner, à transmettre, jusqu'à 5-6 heures, puis elle se couchait très tôt, et quand elle enseignait, par exemple, elle a enseigné à l'un de ses fils qui est très connu sous le nom de Desi Kachar, pareil, les enseignements commençaient à 3 heures du matin, quoi. T'imagines le rythme? Mais tu regardes bien, même les prêtres, les monks et tout ça, même en Chine, les monks, ils se lèvent tous tôt le matin. C'est ça. Ouais, ils se lèvent tous tôt le matin. C'est ça. Et toi, donc, ta discipline, tu inclus ta famille, hein, comme tu l'as dit, tu inclus ta femme, tu inclus ton fils, tu as une discipline pro, familiale et personnelle, en fait. C'est la discipline partout, tout le temps pour toi. Mais tout est programmé. Tout est programmé. C'est-à-dire que, oui, j'ai une discipline avec ma femme, j'ai une discipline avec mon gosse. On a tous, il y en a qui vont penser c'est extrême, alors que ce n'est pas du tout. Non. Par exemple, quand moi je te parle là, j'ai la lumière qui est allumée. La lumière qui est allumée, si ma femme rentre maintenant là, la lumière est allumée, c'est-à-dire Jean il travaille, on ne le dérange pas. Tu vois? Donc on a des petits codes comme ça qui pour moi sont importants parce que ça évite en fait justement d'avoir des problèmes. Alors ceux qui vont dire ouais mais c'est extrême, mais ils n'ont pas compris que la dernière chose que tu veux c'est durant une interview, c'est que ta femme te dit chérie, on va. Non, c'est pas possible. Donc, il y a ça. Mon fils sait que quand je travaille, je travaille. Je sais que quand il s'amuse, il s'amuse. Quand il est dans le garage avec ses copains, je ne vais pas le déranger.
Je le laisse. Mais il a un temps, il y a un temps nécessaire. C'est-à-dire, je lui dis, tu vas passer 2 heures avec tes copains, 3 avec tes copains. Il le sait. Tu vois. Donc, mon fils, c'est vrai que moi, je le gâte beaucoup. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait quand j'étais jeune, je veux que mon fils l'ait. Il y en a sur un moment sur Internet qui m'ont dit, ouais, mais Jean, ton fils est un enfant gâté, etc. Ils n'ont pas compris. Ceux qui disent ça, en général, ce sont ceux qui n'ont pas d'argent. Tu vois. Et il y en a qui disent l'argent, c'est pas important, etc. Je dis non. Ils disent l'argent n'achète pas tout. Ils ont raison. Mais s'ils viennent avec moi, je peux leur montrer des bons magasins où ils peuvent acheter beaucoup de choses. Donc, l'argent, c'est pas que le plus important pour moi, mais ça me permet d'avoir une liberté que je n'avais pas à l'époque. Et mon fils, donc, je fais attention à ça. Mais au niveau de discipline, oui, toute ma maison est basée sur la discipline. Chez moi, tout est organisé, tout est nickel. Ceux qui viennent chez moi en immersion, ils vont te dire qu'ils vont trouver une paire de lunettes partout. WC, garage, chambre de mon fils, il y en a partout. Pourquoi? Parce que j'ai cette discipline-là, que c'est mon mentor qui m'a appris ça, c'est qu'il est hors de question que je me dise, putain, où est-ce que sont mes lunettes? Et là, je vais stresser. Non, 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 c'est partout. Comme ça, je ne stresse pas. Tout est planifié. Donc, c'est une sorte de discipline, en fait. Je comprends. Je ne laisse pas mon futur au hasard. Tu te laisses pas faire, quoi. Tu te laisses pas faire. Non, je ne me laisse pas faire. Ouais. Je ne me laisse pas faire. Ça c'est sûr, ça fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une discipline. Mais pour moi, je le fais maintenant, ce n'est plus un travail. Je comprends ça. Je le fais automatiquement. Tu imposes à la vie ta volonté profonde. Tu plies la matière en fonction de ta volonté profonde. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je ne m'adapte pas à la vie s'adapte à moi. C'est ça. C'est moi le maître, c'est moi le patron. Au-dessus de moi, il n'y a que le toit. Et donc, il est hors de question. Tu sais, j'utilise encore une fois la philosophie de Jimon. Hein. Quand je coach, par exemple, je vais montrer ça pour ton audience. Je vais prendre ça. Alors, ça m'arrive. J'allais juste dire, j'en profite pour dire à ceux qui sont en direct là pour poser des questions, s'ils veulent poser des questions, c'est le moment. Comme il y a un petit décalage entre le streaming et nous deux, qui peuvent poser leurs questions maintenant, je les dirai plus tard. Alors, je sais que j'explique. J'ai des clients qui viennent, donc avant de recevoir un client chez moi, je lui pose plein de questions, je lui envoie des questions par email, je veux savoir un petit peu le personnage s'il va matcher avec moi ou pas. Bon, ça m'arrive d'avoir des gens qui passent à travers, c'est-à-dire qu'ils vont te dire quelque chose sur Internet, sur des emails, et quand ils arrivent, en fait, ils sont pas pareils. Alors, je dis ce que Jimon fait. Quand la personne vient me voir, par exemple, chez moi, qu'elle commence à me parler de suite de ses problèmes, elle me raconte son histoire. Et alors, moi, je suis pas là pour travailler sur l'histoire, je suis là pour travailler sur des solutions. Ce qui s'est passé, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, les gens me racontent des histoires. Alors, je leur dis tout simplement, je dis, écoute, moi, c'est simple. On est là pour travailler sur la solution. Je leur explique, est-ce que tu sais pourquoi ce petit carré-là, il est tellement petit? Alors, les gens te disaient non. Je dis, c'est tout simplement pour que ton histoire bidon ne rentre pas. Alors, maintenant, on va travailler sur des solutions. Et ils comprennent de suite. Ouais. C'est magnifique. Ça m'est arrivé rarement, ça m'est arrivé de renvoyer un client. Qui me dit quelque chose, je lui apporte une solution, il dit quelque chose, apporte une solution, et je lui dis non, écoute, tu dégages. Ça m'intéresse. Puis là, tu es en train de prendre mon énergie. C'est ce que tu me payes ne vaut pas le coup par rapport à ce que tu vas me prendre. Ça sert à rien. On veut du mouvement, quoi. On veut du mouvement en direction de l'objectif. Point. On n'est pas là pour chouiner, pour pleurer, pour se plaindre. On veut bouger, quoi. On veut du mouvement. Exactement. Ouais, c'est parfait. Ok, et c'est là vraiment où les similitudes, les parallèles sont si faciles entre ce que tu émanes, ce que tu es, ce que tu représentes et ce que tu enseignes. Les parallèles sont très clairs avec la discipline du yoga, vraiment par rapport à cette notion de discipline et cette notion d'objectif à atteindre. Et souvent, dans le monde du yoga moderne, la plupart des gens sont juste dans l'accueil de ce qui est, tu vois. Je trouve qu'ils ne sont pas proactifs, quoi. Ils ne vont pas se donner des objectifs, parce que comme tu parles, là, ça peut sembler, comme tu l'as dit, extrême, mais c'est pas du tout extrême. C'est justement la raison d'être, je pense, d'une vie, c'est de manifester ce que nous sommes, d'aller manifester un appel profond, quoi, une intuition. Et ça ne se fera pas sans planification, sans se fixer des objectifs et sans y travailler. Et c'est là où ce que tu dis a du sens, et surtout tu l'incarnes, quoi. Voilà. Et surtout sans un mentor. Tu peux pas. Il te faut un mentor. Oui. Un mentor, il est là en fait pour t'apporter. Un mentor, il est là pour te faire comprendre, comme je l'ai dit avant, c'est qu'il était là avant, c'est-à-dire qu'il était dans tes chaussures. Il est maintenant dans ce qu'il dit, et il sera là plus tard. Mais il est là. C'est ce que j'explique. Bon, moi, je suis très visuel. Ceux qui viennent chez moi en immersion, ils me diront, je suis très visuel, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que le visuel pour faire comprendre des choses à certaines personnes. Et si tu regardes bien un mentor, en fait, c'est que si tu montres ce point-là, tu dis à quelqu'un, tu dis, qu'est-ce que tu vois?
Si on pose la question aux gens maintenant, qu'est-ce que tu vois là? Tu vas voir que la majorité des gens vont te dire, je vois un point noir. Un mentor va te dire, non, 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 moi je vois que du blanc autour. Et toi, tu as vu que ce petit truc. Non, moi, je peux te montrer qu'il y a tout ça autour. Ce n'est pas ta bien que ça, c'est tout ce qu'il y a autour. Et un mentor, il est là, en fait, pour te montrer l'impossible. C'est ça. Pour te faire comprendre que c'est possible. C'est ça. Et puis après, il y a aussi, moi je le vois, je l'ai vu au travers de mon lien avec les profs indiens, mais je le vois aussi au travers du lien que j'ai avec toi. Quand on a le coaching ensemble, il y a tout ce que tu me montres, et puis au travers d'une première session, puis après il y a la deuxième session, et j'ai pas du tout envie de me louper, quoi. J'ai vraiment envie d'honorer notre lien, j'ai vraiment envie de te respecter toi, et me respecter moi aussi, donc en venant avec du résultat, à chaque fois, quoi. Tout à fait. Il sert à ça le mentor, hein. C'est un propulseur, quoi. Et oui, parce qu'à chaque fois qu'on se voit, je te demande tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu en es? Parce que si tu n'avances pas, tu me fais perdre mon temps. Et ça, je ne le supporte pas, parce que le temps est plus important que l'argent. On peut avoir plus de temps, on peut avoir plus d'argent, mais on ne peut pas avoir plus de temps. Oui. Donc moi, une chose que je fais très, très attention, c'est mon temps. C'est la chose la plus importante pour moi, parce que je n'en ai pas beaucoup. Oui. Tu sais, par rapport au mentor, ce qui m'a beaucoup touché, moi, dans la relation à ce prof indien, c'est qu'il est décédé à l'âge de 101 ans. Il a eu du lien avec un prof dans l'Himalaya, un lien étroit, quotidien, pendant 8 ans. Et puis, au bout des 8 ans, il lui a dit, j'aimerais que tu transmettes le yoga au monde entier, que tu fondes une famille. Et que tu diffuses ces notions-là, ces notions dans le domaine de la santé au plus grand nombre. Ouais. Et tu sais que dans le contexte indien, le prof est représenté par des sandales, c'est-à-dire les pieds en fait, les pas du maître, tu vois, les pas du mentor. Et ce monsieur-là, jusqu'à ses 101 ans, tous les matins et tous les soirs, il prenait les sandales de son maître, il les mettait sur son front. Tu vois, symboliquement, juste le lien jusqu'à la fin de ses jours. Tu vois, mais c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais toi hein, quotidiennement en écoutant Jim Rohn. Tu fais la même chose en vérité. C'est la recette. La recette n'est pas la même, mais le fond est le même. Et mais tu te rends compte à quel point c'est fini toutes ces histoires-là, quoi. Et c'est ce qui fait que le yoga se meurt, c'est ce qui fait que le coaching se meurt, parce qu'il y a plus du tout cet élan d'homme à homme ou de femme à femme dans le domaine du développement personnel, quoi, dans le domaine du partage, quoi, du mentoring. Et moi, je vois en fait par rapport à Jim Rohn, ma responsabilité est encore beaucoup plus grande. C'est parce que je suis le seul français qui est autorisé à enseigner sa philosophie en langue française. Oui, c'est ça. C'est une lettre de lui, personne. Je suis le seul. Et ça, c'est une responsabilité qui est énorme. Et mon devoir, c'est ça, c'est de promouvoir sa philosophie. Comme ça, le jour où je ferme les yeux, je pourrais dire, j'ai fait mon travail. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de Jim Rohn? C'est la principale référence dans le domaine du coaching? On peut dire ça? Oui, Jim Rohn, on appelle ça le business philosopheur. C'était le philosopheur du business. C'était quelqu'un qui était unique. La façon dont il parlait, l'avantage que j'aimais, enfin, ce que j'aimais bien chez Jim Rohn, moi, c'est que quand il parlait, il n'était pas compliqué. Son langage était très simple. C'est-à-dire qu'il pouvait parler à un gamin de 10 ans. Tout le monde, un gamin indien le comprendrait. Tu vois, et le problème qu'on a, et je pense que dans le yoga ça fait un peu pareil, c'est que les gens vont chercher des choses fantaisistes alors qu'il faut revenir à la base. Il faut revenir à la base. Et les gens ils oublient ça. Moi je suis à la base, je suis contre ceux qui te disent tu vas réussir ta vie en caressant des cristaux à la pleine lune dans la montagne 2. Non, je suis contre ça parce que dans la réussite, c'est ma spécialité dans la réussite, surtout professionnelle, ça demande du travail. Ça demande du travail. Si je te dis, Marc, est-ce que je peux devenir un yogi avec toi, mais sans te voir et en regardant que tes cours en ligne, il va avancer, mais il n'arrivera jamais où est-ce qu'il veut. Il faut qu'il te rencontre, qu'il crée, comme j'ai dit au début, ce lien. Et quand le lien est créé, c'est terminé. Jim Rohn, il est décédé, que Dieu le bénisse. Mon lien, il est là, il est indestructible. Il est indestructible. Tout ce que je fais, je pense toujours comme lui. Et ce n'est pas, c'est pas un culte, tu sais, une secte, etc. Alors, tu m'as rien à voir avec ça. Non, c'est ça. Mais les gens, il y en a qui vont dire ça. Ouais, mais il est un peu trop poussé quand même. Non, ils ont rien compris. Exactement. Ouais. Ils sont tellement convaincus de ce que doit être l'extrémisme ou le sectarisme. Et dès qu'ils voient un lien honnête et profond, ils voient ça comme du sectarisme. Alors que c'est juste enfin quelqu'un qui porte en lui un lien honnête et profond avec son mentor. C'est fou, quoi. Tu sais, j'ai un ami à moi qui m'a dit une chose, c'est très intéressant. Il m'a dit qu'en fait, les gens qui sont populaires, tu sais, que tout le monde aime, entre guillemets, ils sont dans le camp du bien.
Et des gens comme moi, on aime les camps de la vérité. C'est ça. C'est ça. Et ça crée un espace énorme. C'est ça. Il y a une barrière, il y a une barrière à passer pour te rencontrer. Ah, bien sûr. J'aurais pu, moi, avec. C'est simple. Je travaille, quand je vais en France, j'entraîne les antennes, j'entraîne GIGN, j'entraîne les PIDG, j'ai des gendarmes, des policiers. Ici aux États-Unis, j'entraîne des policiers, des shérifs, des SWAT, des gardiens de prison. Je suis le seul Français qui fait ça. J'aurais pu rentrer en France et me construire un truc énorme. Mais ça ne m'intéresse pas. Jim Rohn, je suis le seul. Je peux faire des choses énormes, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je vais faire, c'est promouvoir le pur. Je suis pas là pour faire du business. Je suis là pour promouvoir un message. Et je m'excuse de faire autant de parallèles que ça, mais tu vois, si je reprends encore le prof indien, c'était à son époque le plus diplômé dans le domaine philosophique de l'Inde. C'est-à-dire sa vocation, c'était de devenir l'équivalent du pape pour l'Inde. Et bien, malgré tout, il a juste donné sa parole à son prof indien et il a transmis toute sa vie le yoga, alors que le yoga a été respecté comme un éboueur, tu vois, à l'époque. Wow. Tu vois. Et il aurait pu vraiment faire une carrière, être responsable de grandes universités, ce genre de choses. Il a juste été prof de yoga jusqu'à la fin de ses jours. C'est magnifique, hein. Waouh, c'est incroyable. Chapeau, ouais. J'aimerais bien que tu parles un peu de ce que tu... moi, si je t'invite, c'est parce que je te trouve vraiment faire partie de des yogis qui s'ignorent, comme je disais tout à l'heure. Mais celles et ceux qui t'écoutent là et qui voudraient se rapprocher de toi, moi, je recommande vivement, hein, c'est pour ça que ceux qui nous écoutent, d'aller vers toi. Il y a un programme qui s'appelle PJE, qui veut dire Plus jamais esclave. C'est une rencontre hebdomadaire tous les mardis soirs à 21h30 heure de Paris. Ça dure à peu près 1 heure. Tu donnes beaucoup de vérité, beaucoup de coaching pour le développement personnel et professionnel. Pour celles et ceux qui veulent aller un peu plus loin, il y a la philosophie du succès. Là, c'est un programme qui se débloque au fil des semaines et on a accès à du contenu. Donc, pour celles et ceux qui m'écoutent et qui connaissent déjà les Yoga Sutras de Patanjali, sachez que Jean propose l'équivalent des Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras de Patanjali, Jean, c'est un enseignement qui a 2000 ans et qui met en avant beaucoup de lois humaines pour celles et ceux qui veulent se discipliner, se reprendre en main, surmonter les conflits émotionnels, etc. Et en fait, ce que toi tu fais, je trouve, dans la philosophie du succès, c'est que tu mets en avant toutes ces vérités-là. Et non seulement tu les mets en avant, mais surtout tu les incarnes. Et c'est ça qui est puissant, parce que tu parles rapidement, tu vas à l'essentiel. Et c'est très étonnant. Moi, j'ai eu accès à ton programme Philosophie du succès. Et je le recommande vivement. Et d'ailleurs, je me suis permis il y a quelques jours de te demander un lien d'affilié et j'ai mis le lien d'affilié sous cette vidéo. Donc pour celles de ceux qui voudraient accéder à toi, il y a ce lien. Et puis pour celles de ceux qui seront sur cette vidéo plus tard sous forme de replay, je mettrai le lien aussi à côté de la vidéo. Et puis sinon, tu mets en avant du coaching pour celles de ceux qui veulent un suivi avec toi sur le plan pro et personnel. Et puis au-delà de ça, tu proposes des semaines d'immersion, c'est-à-dire que tu invites les gens à venir chez toi aux États-Unis. Et tu leur casses la tête pendant une semaine, comme tu viens de dire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je ne prends que 3 personnes à la fois. C'est ça. Et c'est là où tu es le plus nourri, non? C'est là où ça te plaît le plus, toi? C'est de prendre en main 3 personnes à la fois et de les suivre? C'est-à-dire que c'est vraiment là où vraiment je prends vraiment mon pied, comme on peut dire. C'est qu'ils vivent avec moi pendant une semaine, donc du matin au soir. Ils dorment chez moi, ils mangent avec moi, ils font tout avec moi. Et je peux te dire une chose, c'est que depuis que j'ai fini l'immersion, je vais faire la 4e là en février qui est déjà complète. Sur mes 3 immersions que j'ai faites, j'en ai pas un qui a tenu mon rythme. Ah ouais, c'est fou ça. C'est-à-dire que moi, je suis déjà 4 heures en train de travailler. Et ils le font le premier jour, deuxième jour, mais après, ils ne suivent pas parce que le coaching est tellement intense que ça leur fait mal à la tête. J'en ai un qui était la dernière fois qui a dit qu'en fait, c'était tellement puissant pour lui, c'est que quand je faisais le coaching dans mon salon, il ne voulait pas l'épicer parce qu'il avait peur de rater quelque chose d'important. C'est ça. Et j'ai trouvé ça super important. Et ma façon dont je fais mon coaching, en fait, je fais des choses que je n'ai pas à faire. Les gens, ils viennent chez moi pendant une semaine, ils seraient très contents. Mais je fais 2 jours très intenses chez moi. Après, je loue une maison, c'est une mansion, une maison de luxe qui est en dehors, ça va être Las Vegas ou peu importe. Je les amène là. Alors, ça fait 40 ans dans cette maison, c'est tout le temps des maisons de rêve. Ils en ont plein la vue, mais ça fait un sens de décompression par rapport aux 2 premiers jours qu'ils ont fait. Donc là, c'est une bouche d'oxygène, je les remartèle. On revient ici et on finit 2 ou 3 derniers jours, en fait, sur la finition du programme. Mais ils arrivent
Il y en a qui arrivent avec un plan, ils repartent avec le plan complet. Il y en a qui arrivent avec des idées, ils repartent avec un plan complet aussi. C'est-à-dire que quand ils arrivent et quand ils repartent, ce ne sont plus jamais les mêmes. C'est sûr et certain, ce ne sont plus jamais les mêmes. C'est ça, ouais. Ils repartent avec un plan de vie, quoi. Professionnel ou personnel, ou les deux. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Mais on le voit d'ailleurs dans les témoignages que certains laissent face caméra, où ils repartent avec leur livre dans lequel il y a leur plan de vie, et tu leur dis est-ce que tu veux bien l'échanger contre 100 millions, quelque chose comme ça, ou 100 000 euros, et à chaque fois ils disent non, quoi. À chaque fois ils disent non, parce que ce à quoi ils repartent avec toi, c'est sans valeur en fait, ça n'a pas de prix, quoi. J'en ai un qui est venu la dernière fois, qui s'appelle Antonin, et il m'a dit un truc qui m'a vraiment touché, d'ailleurs c'est un témoignage. Et c'est quelqu'un qui a déjà du succès. C'est-à-dire qu'il a 2 business, il a du succès, il est en course, etc. Ça marche très bien. Et il a dit, enfin, un témoignage a dit que quand sa fille va avoir 18 ans, oui, j'entends. La première chose qu'il va faire, c'est l'envoyer chez moi en immersion. Je me suis dit, oh, ça n'a pas de prix. Ouais, j'ai entendu ça. Ça n'a pas de prix. J'ai entendu ça, ouais. Jean, merci beaucoup pour ton temps, qui je sais était précieux. Merci beaucoup d'avoir honoré cette invitation. Il y a un partage de la part de Claude qui nous dit « Bonjour Jean, merci pour ce beau témoignage authentique et cette belle leçon de vie que vous transmettez par votre parcours très parlant pour moi. J'admire cette discipline que vous pratiquez. » Voilà, témoignage de Claude. Merci Claude, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, quel est le nom de ton site internet pour te retrouver, pour celles et ceux qui veulent voir un peu plus ce que tu proposes, ce que tu as à mettre en avant? Alors, ils peuvent aller sur jeancarillo.com. Carillo, c'est C-A-2-R-I-2-L-O, jeancarillo.com. Sur Instagram, c'est Jean Carillo, bonjour la France. D'accord. Parce que je suis toujours fier de français. J'ai 2 pays, c'est la France, le drapeau français, et les États-Unis. Voilà. J'ai un TikTok aussi. J'ai un TikTok aussi. Ouais. Il y a une question de Claude qui dit, pour faire le travail avec vous, il faut avoir déjà un objectif ou pas? Non, pas nécessairement, mais il faut avoir au moins une idée. Et je ne peux pas travailler sur rien. Il me faut une idée. C'est-à-dire que je reviens à l'expression de Cus D'Amato, l'entraîneur de Mike Tyson, l'ancien qui est décédé, qui disait qu'il me faut, pour former un boxeur, au moins que le boxeur vienne avec une étincelle. Et c'est à moi de transformer l'étincelle en feu. Donc, il faut au moins une idée. J'ai l'intention de... Voilà, si j'ai l'idée, je peux travailler de suite. Mais il me faut une idée. Ok. Et il y a Carmen qui nous dit « Je retiens votre enthousiasme. Merci beaucoup », dit-elle. Carmen, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Moi, j'aimerais finir comme on a commencé. J'ai commencé par dire les qualités d'un yogi, c'est l'autonomie, santé matérielle et santé émotionnelle. Discipline de vie, on a parlé de ça. Le discernement, parce que le travail et la discipline, ça amène au discernement. En fait, c'est l'action, c'est la mise en relation avec la matière, avec le réel, qui amène à la vérité, en fait. La vérité, elle est dans le réel. C'est quand on met les mains dans le moteur qu'on a accès au réel et à la vérité. L'enracinement civilisationnel, tu viens de le montrer en montrant ton drapeau français et américain. Ton enracinement familial, 27 ans de relation avec ton épouse et ton petit garçon de 14 ans aujourd'hui. Ton rapport au divin, on n'en a pas parlé, mais c'est au centre de toi, ça, ton rapport au divin, ton rapport à Dieu. Oui, oui, bien sûr. Moi, je suis croyant. Ouais. Je suis croyant, je suis convaincu qu'on n'est pas arrivé comme ça par hasard. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, nous sommes la co-création, à mon sens, de nos parents et du divin, quoi. Tu sais ce que je dis, moi, c'est quelqu'un qui te promet quelque chose, qui n'est pas croyant, ce n'est pas une promesse. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ou alors quelqu'un qui parle de l'âme ou des vérités profondes sans avoir de rapport au divin, je ne sais pas comment elle fait, la personne, quoi. Tout à fait. Je ne sais pas comment elle fait. C'est pas possible. Exactement, c'est pas possible. Voilà, on a parlé du mentor avant tout, être lié au mentor, porter les valeurs du mentor, et puis l'enthousiasme, la foi, la détermination. Bref, je voulais parler du yogi que tu es. Voilà, si je peux me permettre, quoi. Si je peux me permettre de te mettre ce tampon sur l'épaule, le yogi Jean Carillo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a Ludovic qui dit « Merci Jean, c'est vraiment inspirant, la discipline, le temps et l'engagement sur le long terme sont des notions majeures. Merci pour ce rappel. » Voilà, propos de Ludovic. Olivier, c'est moi qui te remercie d'avoir été présent aujourd'hui. Ok. Écoute, Jean, tu as un mot de la fin, non? Tu as quelque chose à partager? Ouais, je voudrais simplement dire, Marc, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment plaisir de te parler et de parler à ton audience. Je suis vraiment agréablement surpris
c'est vraiment grande surprise parce que comme je te l'avais dit, et je peux dire, c'est que les gens que je coach, j'ai toujours eu des résultats. Mhm. Il y en a qui en ont un peu plus, il y en a qui en ont beaucoup plus, il y en a qui en ont un peu moins, beaucoup moins. Et tu fais partie des rares, en fait, qui vraiment appliquent tout. Tu vois? Et tu fais ce que je faisais avec Jim Rohn, c'est que Jim Rohn, je lui posais aucune question. Jim Rohn me disait, ça, il faut faire ça, ça, je faisais de suite, je ne posais pas de questions. Et les résultats sont là. Et toi, je m'aperçois que tu fais exactement pareil. Les résultats sont là, ça fait énormément plaisir. Mais surtout, en fait, ce que je veux te remercier, c'est que même si je connais pas le yoga, je peux le voir, je veux voir ce que je te connais. Tu es sincère, tu es honnête, tu sais ce que tu fais. Et on a tout intérêt, et je te passe pas la langue, comme on dit, on a tout intérêt à écouter tes conseils parce que tu étais là et tu es toujours là. C'est ça. C'est ça qui est important. Voilà. Et quand tu trouves un bon mentor, il faut rester avec. Eh ben c'est superbe, Jean. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup, ça me touche ce que tu viens de dire. Merci pour ce que tu es et je te souhaite vraiment le meilleur. Et puis à bientôt pour notre coaching. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Jean. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Ciao.